Ce qui devait arriver est arrivé. La saison 2 de The Boys est passée à toute vitesse, l'heure est donc venue de faire un bilan de tout ça. Salut à tous, c'est Vince alias Amer Game et aujourd'hui ce n'est pas n'importe quelle vidéo puisqu'il s'agit bel et bien du 100e Amer Vlog. Le 100e concept riche en fautes de français. Bon, en vérité ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça n'a pas d'importance car pour moi on n'est pas à l'abri qu'à tout moment je décide de retirer une vidéo ou deux. Vous savez, le genre de vidéos qui me font honte. Et je pense que tous les youtubeurs se reconnaîtront dedans. Bref, The Boys épisode 8, c'est le dernier épisode de la saison 2. Comme d'habitude, je vous reporte sur mes précédentes vidéos, 3 principalement, dont la première qui est consacré à une critique globale et les autres où j'analyse plus en détail les épisodes. Et ça sera donc le cas dans cette vidéo pour l'épisode 8 qui fera donc le point sur la saison entière. Bref, avant tout, on va recontextualiser ce qu'il s'est passé dans cet épisode et on va faire vite parce qu'il s'est passé plein de trucs. Tout d'abord, le composé V est en train de se faire commercialiser par le gouvernement, dû à l'attaque terroriste. On comprend que les 7 ne sont pas du tout responsables de cette attaque. La bande à Butcher a pour idée stupide de riposter en tuant les 7, faut savoir comment d'ailleurs, mais heureusement que Stella a une autre idée en tête, celle de faire témoigner Maeve. En vain. Rebecca se dépêche de retrouver Butcher pour signaler l'enlèvement de son fils, Ryan. On comprend le lien entre l'église du collectif et Vought. En effet, on comprend que l'église est payée pour remettre les héros excommuniés sur le droit chemin socialement, par le biais d'un coup de pouce médiatique. On remarque également que l'église est plus proche qu'on l'imagine de Frederick Vought, l'original. C'est littéralement l'ancêtre. Et on comprend d'ailleurs les vraies raisons pour lesquelles Utrain s'est fait renvoyer des 7 par Vought, alias sa couleur de peau. Donc Vought égale nazi, église du collectif égale descendant de Vought, mais qui a évolué entre temps. Suite à ça, Butcher et Stan sont en plein rendez-vous pour renégocier la reprise de Ryan. D'ailleurs, Stan fait des allusions bizarres sur sa couleur de peau, mais Butcher, lui, veut juste sa femme, pas Ryan, puisque n'oublions pas qu'il s'agit du fils du protecteur. Bref, ces deux individus finissent par trouver un compromis. Mais, élément perturbateur, Utrain va finir par riposter sévèrement en envoyant les preuves sur le statut nazi de Stormfront à la bande à Butcher. Et d'ailleurs la bande ne perd pas de temps car elle balance déjà la charge aux médias, en guise de diversion pour récupérer Ryan. Butcher trahit son deal en ne redonnant pas Ryan à Vought, et laissez-moi vous dire que ça risque de mettre un peu en colère le protecteur. Et Stormfront se ramène pour un duel sévèrement burné contre la bande. Et Maeve aussi d'ailleurs. Encore une fois, Maeve arrive au bon moment, Stormfront se fait savater et s'enfuit. Elle va finir carbonisée par Ryan qui a agi pour sauver sa mère mais qui l'a tuée accidentellement. Suite à ça, Maeve parvient à empêcher le protecteur de tuer Butcher sous la pression de la fameuse vidéo de l'avion. À côté, Utrain se fait réintégrer parmi les 7 alors que l'homme poisson se fait carotter. Tout ça pour rien. Et Grace Mallory annonce que la Maison Blanche va ouvrir un département dédié aux super-héros avec Victoria Neuman en tête et propose à la bande à Butcher de venir travailler pour elle. Et lorsqu'on découvre que l'église est cherchée depuis le début à faire tomber Vought, on comprend que Victoria Neuman est en fait responsable des explosions des têtes, par le biais d'un super pouvoir. Il s'agit en fait d'un super terroriste. Et pour finir, seul Yui décide de travailler pour Victoria, donc ce dernier va implicitement bosser pour Vought. Voilà pour résumer globalement ce qu'il s'est passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, encore une fois, on nous montre l'utilisation de la peur sur les gens pour qu'ils acceptent plus rapidement une situation. Je pense par exemple au composant V. Ensuite, à environ 7 minutes 30 de l'épisode, on peut entendre Stormfront dire « Frédéric a pensé à tout ». C'est très curieux que Stormfront parle de Frédéric dans ce contexte comme s'il était encore en vie, même si évidemment elle parle au prétérite. Ensuite, on peut également décortiquer la thématique autour de l'étoffe des héros. Je pense par exemple à Stella qui a toujours rêvé depuis toute petite de devenir une super héroïne, et cette dernière va donc devoir se battre contre les vrais méchants, Vought. C'est donc un combat politique exactement comme la réalité, le peuple qui se combat contre le gouvernement, ou même encore contre les médias. Et à côté, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que la série prépare quelque chose concernant la mère de Yui. Cette dernière a disparu depuis ses 6 ans, et il semble assez frileux pour en parler avec sa petite amie. Donc il serait intéressant de savoir si sa mère a un lien quelconque avec Vought par exemple, avec Vought et pourquoi pas Stan Edgar. On peut dire aussi qu'il est intéressant de voir que Ryan ne connaît pas du tout Butcher, qui aurait dû être en quelque sorte son père spirituel. Mais Butcher quant à lui est destiné à détester Ryan car il est non seulement le fils du protecteur mais également
le tueur de Rebecca. Mais pourtant, une promesse est une promesse, il a juré envers Rebecca de prendre Ryan sous son aile et de le traiter comme son fils. Un fils complètement controversé, et ça c'est intéressant. Et pour rester sur la controversion, je reviens sur le girl power. Le vrai girl power qui détruit Stormfront, qui piétine le féminazi. Pour moi, ce passage est clairement un symbole de la féministe nazie qui se fait piétiner sur Twitter par les meufs qui n'en veulent pas de ce féministe. Elles veulent se débarrasser de ce genre d'extrémisme. Et suite à ça, on remarque aussi que Stella réintègre les sets comme si de rien n'était. Encore une fois sous la pression de la vidéo de l'avion. Et histoire de bien imposer sa dominance, on peut voir aussi qu'elle reprend son costume d'origine. Enfin, une bonne façon de dire que les autres, les gens de marketing n'ont plus leur mot à dire. Tout le monde a été banni. Mais attention, ça ne signifie pas que ça se finit bien. Au contraire, mais on en reparle dans mes théories de la saison 3. Juste en bonus avant ça, j'aimerais vous montrer cette photo. Une photo que j'ai prise dans mon magasin bio, qui m'a fait énormément penser à la fameuse barre chocolatée gay, ou même encore le fameux burger LGBT. Bref, maintenant, qu'est-ce qu'on peut estimer pour la saison 3? Alors, je préviens, ce que je vais dire ne sont que des hypothèses, rien d'autre. Pour commencer, Stormfront n'est pas morte, clairement. Enfin, je t'ai rappelé qu'elle a résisté aux brûlures sur ses seins lors de la scène de sexe entre le protecteur et elle-même. Elle va reprendre son activité secrètement avec Stan Edgar, la fameuse armée de super vilains qui sera donc une armée de super nazis. Stan finira par révéler sa véritable identité qui est celle de Frederick Vought, mais la question est de savoir si ce dernier entretient toujours les mêmes relations qu'avant envers Stormfront, si vous voyez ce que je veux dire. Puisque je rappelle que Stormfront a été utilisé pour s'accoupler avec le protecteur. Ensuite, Cindy, qui s'était échappée précédemment, va donc intégrer la bande à Butcher, même si au vu de sa personne ça risque d'être un peu compliqué. Et cette fameuse bande entrera en rivalité contre Yui, puisqu'il vient d'intégrer le nouveau département de la CIA pour surveiller Vought, qui travaille secrètement pour Stan Edgar par le biais de Victoria Neumann. Donc cette nouvelle branche ne servira qu'à faire taire davantage les casseroles des 7. Et par la suite, Yui, comprenant la supercherie, finira par retourner dans la bande à Butcher. Et ce, comme d'hab, de façon illégale, pour combattre à nouveau Vought. La boucle sera bouclée. Les tensions ne cesseront d'augmenter dans les 7, jusqu'à arriver à la fracture finale entre Maeve et Stella contre le protecteur. Et Black Noir reviendra pour s'allier avec ce dernier afin de prendre sa revanche contre Maeve et Stella. Car non seulement on ne l'a pas vu mourir littéralement, juste en train d'agonir, mais de plus, à aucun moment on annonce de manière officielle sa mort. Donc pour moi, Black Noir reviendra. Et pour finir, Butcher va élever Ryan comme son fils, et ce dernier sera en rivalité totale envers son père biologique, surtout lorsqu'il apprendra que le protecteur a violé sa mère. Bref, aussi surprenant que ça puisse paraître, cette saison 2 se conclut normalement, en désarmant les enjeux sur l'armée des super-héros. Ce n'est donc pas une saison de transition, bien qu'elle prépare proprement la saison 3. Pour ma part, je trouve que c'était une très bonne saison, bien qu'elle soit un peu moins folle que la première. Mais ce qui est sûr est que la troisième sera dingue. Je vais pouvoir passer à la partie de vos commentaires de la vidéo précédente, et je vais introduire le tout par deux commentaires principalement qui critiquent ma vidéo. Une bonne façon pour crever l'abcès. Je commence donc par Quack2 et Mintoine, désolé pour la prononciation, qui ont trouvé la critique analyse un peu pauvre. Donc je préviens, je ne mets pas ces commentaires en avant juste pour me plaindre ou quoi que ce soit, juste pour en discuter et faire un constat par rapport à ça. Pour aller plus vite, je vais littéralement lire un des commentaires. Ta vidéo n'a aucun intérêt, tu résumes l'épisode en accolant une ou deux pseudo-analyses ultra superficielles, bateaux, voire stupides, et celles qui se révèlent pertinentes sont des évidences que tout le monde a compris, sans parler du passage où tu lis les commentaires pour pouvoir faire plus de 4 minutes de vidéo sans même avoir besoin de te creuser la tête sur ce que tu vas dire, tout en encourageant les gens à commenter afin de mieux référencer ta vidéo. Donc un commentaire certes salé mais argumenté, auquel j'ai déjà répondu, mais je vais répondre de manière publique pour faire comprendre aux gens comment je procède pour faire mes vidéos. Quand je prépare une analyse d'un épisode d'une série, en premier lieu je recontextualise l'épisode pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pour remettre les viewers dans le bain. Ensuite, j'analyse, je donne mon avis et je fais parler les commentaires de la vidéo précédente. En tout cas, les commentaires qui me paraissent les plus pertinents. Donc, quand on applique ce schéma sur l'épisode 7 de la saison 2 de The Boys, forcément, on se retrouve avec une vidéo beaucoup plus pauvre car il y avait tout simplement moins de choses à dire. Et c'est pourquoi je reporte tous ces gens sur ma première vidéo qui là pour le coup était une critique globale de toute la série avec une analyse beaucoup plus profonde. Donc forcément, quand il y a peu de choses à dire,
je dis moins de choses. Surtout dans une série comme The Boys qui est de l'ordre du divertissement, à l'encontre d'une série comme Westworld qui là pour le coup a été pensée pour réfléchir. Et pour preuve, je vous reporte directement sur toutes mes vidéos analyses de la série Westworld, où là je balançais des épisodes de 30 minutes. Et même dans la série Snowpiercer, je proposais parfois des vidéos de 20 minutes. Parce que la matière à analyser et à fournir des théories était beaucoup plus grande. Ces séries se prêtaient à ça. Et là on va me dire pourquoi je ne fais pas tout simplement une vidéo consacrée à la saison entière de The Boys, et non pas de façon hebdomadaire. Et bien tout simplement d'une part parce que j'ai envie d'en parler, ça me fait plaisir de le faire, et d'une autre parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va se passer. Genre par exemple dans l'épisode 8, on va se le dire, c'était beaucoup plus fourni que l'épisode 7. L'épisode 7 était une transition d'action, tandis que l'épisode 8 était une vraie conclusion avec de vraies thèses à rapporter. Mais cependant, c'était impossible de prévoir à l'avance que l'épisode 7 de la saison 2 allait être moins fourni. Donc voilà pour ma défense. Et ensuite, pour finir, les commentaires. Si je mets le commentaire en avant, c'est avant tout pour faire plaisir aux autres. Enfin, ça me fait plaisir évidemment de le faire, mais je vois bien que ça fait plaisir aux autres. Donc je ne vois pas vraiment l'intérêt de priver les gens de ça. Et surtout, on va dire que c'est une technique pour moins me creuser la tête, et ce à quoi je réponds que les théories viennent de tout le monde, pas d'une personne. Et je ne veux pas être la personne qui s'approprie de toutes les analyses. C'est pourquoi je me dois de faire partager ce que disent les autres, même si un commentaire redit ce que j'avais déjà prévu à l'avance. Voilà pour l'info, j'espère avoir répondu suffisamment aux gens qui trouvent que mes vidéos sont trop pauvres. En l'occurrence, de mon côté, je ferai de mon mieux pour fournir davantage de qualité sur mes vidéos. Bref, nous avons B1 Law qui nous dit que le protecteur risque de ne pas trop apprécier d'apprendre la vérité sur Edgar, et moi je pense que le protecteur au contraire s'en battrait les couilles. Tout comme ça lui a fait ni chaud ni froid d'apprendre le plot concernant Stormfront. Lorsque Stormfront parlait de raciser à nouveau le pays, de remettre en valeur leur culture d'origine, et bien le protecteur s'en foutait complètement. Lui, tout ce qu'il voulait c'était dominer. Ensuite, nous avons Booba 664 qui espère à tout prix que Black Noir n'est pas mort, et comme je le disais, non, je ne pense pas qu'il soit mort. Aboubacar Dembasso, lui, a prévu à l'avance que Vought allait utiliser le massacre des têtes explosées pour appuyer les propos de Stormfront, et ce afin de créer l'armée de super-héros. Il a également prévu que l'explosion des têtes est survenue grâce à un super pouvoir provenant d'un personnage qu'on ne connaît pas encore, ou peut-être Edgar. Donc bravo à toi, c'était presque ça. Nous avons Jay Rokatansky qui lui a pensé que les explosions étaient dues au pouvoir de Cindy. Et honnêtement, j'ai trouvé ça très bien vu, mais malheureusement, c'était pas ça. Mais encore une fois, l'idée était bonne. Nous avons dossier SCP qui lui se demandait si l'église n'avait pas un rapport avec l'attentat des explosions des têtes. Et au final, il s'avère que c'est l'inverse. C'est Vought qui en est apparemment responsable. Et on finit sur Docidius qui lui pense plutôt que Stormfront a plus de 100 ans, 101 ans pour être précis, puisque rappelons-le, elle est née en 1919. Et ce à quoi je réponds que, en vérité, on n'est pas totalement sûr que la série se déroule en 2020, puisque la série est adaptée d'une BD qui n'est pas sortie évidemment en 2020. Mais dans tous les cas, que ce soit 80 ou 100 ans, ça ne change rien, elle est immortelle. Et ce pourquoi je pense encore qu'elle reviendra dans la saison 3, et peut-être plus forte que jamais. Et c'est donc ici qu'on se laisse. Je tiens à remercier aux gens qui ont ajouté leur touche dans cette vidéo. Évidemment, je serai présent au garde à vous pour la saison 3, et j'invite tous ceux qui m'ont suivi dans cette petite série de vidéos à me suivre, à la fois sur ma chaîne et également sur les réseaux sociaux. J'entends bien principalement Facebook et Twitter. Si vous avez des commentaires à faire par rapport à cette vidéo, la qualité, n'hésitez pas à m'en faire part évidemment. J'accepte tout type de commentaires. Et surtout, si vous avez d'autres thèses à ajouter par rapport à mes analyses, n'hésitez surtout pas également. Peut-être que j'en ferai part dans une future vidéo consacrée à la saison 3 de The Boys. Mais pour le moment, nous allons nous contenter d'autres séries. Bref, sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.